Bienvenue à toi Florian et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga afin de découvrir la personne qui se cache derrière la chaîne. Alors bonjour Orion Manga, merci de m'accueillir pour cette interview. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Mangas, créateur, réalisateur, scénariste, acteur de l'émission Monsieur Mangas, enfin de la chaîne Monsieur Mangas. Je fais tout seul, et donc merci de m'accueillir dans cette interview sur ta chaîne Orion Manga. Alors sans plus attendre, je voudrais te poser ma première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? Alors qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube ? Alors moi je regardais pas mal de vidéos de chaînes de manga sur YouTube, notamment le Chef Otaku qui est 500 abonnés, enfin 500 000 abonnés bientôt, et plein d'autres. Et le souci c'est que je trouvais pas quelque chose qui me représentait. Il y avait d'un côté les chaînes qui parlaient d'animé et de manga fleuve, mainstream, et d'un côté il y avait les chaînes un peu moins populaires, un peu moins connues, qui décollent pas beaucoup, qui parlaient de choses beaucoup moins mainstream, d'auteurs pas forcément connus, voire pas du tout connus chez nous, mais il n'y avait pas cet entre-deux. Ces personnes qui à la fois parlaient d'animé, de manga très connus, et en même temps de manga peu connus. Moi je lis des deux. Je lis aussi bien du One Piece que du Go Nagai. J'apprécie aussi bien Prophétie qu'un Naruto. Et il y avait personne qui faisait ça, ou alors très peu de gens. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en même temps, j'avais envie de m'amuser un petit peu. Je me suis dit, tiens, c'est l'été, j'ai envie de parler d'un manga ou deux. Et j'ai un ami qui m'a dit, ouais, vas-y, lance-toi, il y en a plein qui le font, qui font n'importe quoi, ils font de la merde, pourquoi pas toi ? Donc je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. Et petit à petit, voilà, je me suis dit, tiens, c'est une petite habitude. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo comme ci, comme ça, pour m'éclater. Au mieux de jouer à la PlayStation ou au mieux de lire un manga, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais analyser un truc, Et même moi, ça m'a permis de mieux comprendre certaines œuvres. Parce que des fois, je les lisais juste comme ça pour, lire une œuvre. Et avec le temps, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'analyser l'œuvre. Quels sont les messages qu'elles apportent, chose que je faisais pas forcément, parce que je lisais une œuvre, je l'appréciais, je comprenais les messages, mais j'étais pas en analysant, en dire, alors est-ce que cette planche, ça veut dire ça ? Est-ce que cette case, ça veut dire ça ? Est-ce que ce personnage symbolise ça ? Ça, avant, je le faisais pas trop, je m'en foutais. Enfin, à part quand on discutait avec mes amis, avec mes potes, où on faisait ces analyses-là entre nous, on disait, ah ouais, tu trouves pas que ce personnage-là fait, ouais, il symbolise ci, il symbolise ça. Oui, on le faisait, mais tout seul, dans mon coin, je n'avais pas l'intérêt de débattre sur un sujet avec lequel j'avais pas débattre. Donc ça m'a permis aussi d'appréhender aussi un petit peu mon sens critique, et aussi, ça se remarque peut-être, je parle excessivement vite. Et je bégaye des fois, et donc ça me permet aussi de calmer ma voix, calmer mon rythme de parole, mon élocution, et essayer de moins bégayer. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'apprendre à analyser une œuvre et comment, en faisant une chaîne manga, ça peut changer notre rapport au manga. J'avoue que moi aussi, sans m'en rendre compte, au travers de ma chaîne, ma façon de lire, mais aussi le type de manga que je lis ont changé. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma chaîne. Alors justement, si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots pour la présenter, que pourrais-tu nous dire ? Alors, je dirais que c'est un joyeux bordel. Voilà, c'est vraiment le mot pour représenter ma chaîne, même, ça se voit peut-être pas trop, mais ma chambre en général, c'est un joyeux bordel. Il y a les Monsieur Mangas présents, donc c'est des analyses, et encore de tout et de rien. Il y a un peu de BD, il y a beaucoup de mangas, d'animés, de films live, tirés de manga, je parle de nouveautés manga, je parle de nouveautés animées, je parle de comics, je parle de films, de séries télé, je parle de manga français, voilà, il y a un petit peu tout. Il y a aussi des coffrets collector, je parle des coffrets collector d'animés que j'aime bien, voilà. En fait, dès que j'ai un truc, je dis tiens, j'aime bien ça, j'aimerais bien en parler, je le fais. Voilà, c'est tout, c'est un peu un bordel. Alors, c'est sûr que 90% de ce que je parle, c'est des mangas, parce que 90% des choses que j'aime, c'est des mangas ou des animés, donc forcément ça représente le gros de ma chaîne. Mais ouais, Monsieur Mangas, la chaîne, c'est un joyeux bordel, mais bien foutu. C'est ça qui est bien, c'est que tout est donc pour moi c'est bien foutu, mais c'est pour quelqu'un qui a dit attends, c'est quoi ça, c'est quoi, mais je comprends rien. C'est un bordel sans nom, mais ça me représente un petit peu, hein. Tous les gens qui me connaissent diront c'est un bordel sans nom. Voilà, c'est Monsieur Mangas, un bordel sans nom, et bien organisé en même temps, hein, c'est ça qui est fou.
C'est ce que j'allais dire, on peut avoir un bordel organisé. Et puis cette variété peut justement être un atout, ne pas proposer tout le temps la même chose et diversifier l'offre. Ça peut contribuer à l'âme d'une chaîne et tu peux être susceptible de toucher plus de gens. Bon, pourrais-tu nous dire ce que tu penses justement du paysage des chaînes YouTube manga? C'est... Cancer, franchement, y a pas d'autre mot, c'est le seul mot qui me vient à l'idée, là. Il y a 1 milliard de chaînes de reviews, d'animés, et des mêmes animés. En fait, voilà, il y aurait des chaînes review de tous les animés, parce que, on va pas se mentir, tous les trimestres, toutes les saisons, les Japonais sortent quasiment 47 séries différentes, une cinquantaine de séries d'animés différents. Donc ce qui fait comme une certaine diversité, sachant que quasiment tous les, on va dire les Netflix, les Crunchyroll, les ADN, les Wakanim nous permettent de tout voir. Ils simulcastent quasiment tout. Mais en France, on reste sur des reviews des 3-4 gros shonen qui arrivent et le reste on s'en fout et très peu de gens en parlent. Alors que voilà, il y aurait 170 000 chaînes, mais ils se répartiraient quasiment également, de manière égale, tous ces animés-là. Je dirais pourquoi pas, why not, faites ce que vous voulez. Mais non, c'est t'as 400 000 chaînes et elles font à part des 3 mêmes shonen, les 3 mêmes mangas, enfin animés. Et ça c'est triste. Et pareil au niveau manga, hein, s'ils parlent pas d'animé, ils parlent des 3 mêmes mangas. Hein, ça va être les 3 gros shonen qui marchent. C'est triste. Et de l'autre côté, malencontreusement, il y a toutes les autres chaînes qui veulent parler d'autres choses, d'auteurs peu connus, de mangas peu connus, d'œuvres un peu borderline, qui ont 1000 abonnés et quelques, qui font 300 vues à tout casser, et qui rament. Honnêtement, c'est méchant, mais c'est pire qu'Evanescence, hein. Qu'on avait les AMV Broly Evanescence, non, là c'est vraiment cancérigène, et je pensais qu'avec la fin de Dragon Ball Super, ça s'effondrait, mais non, il y a d'autres animés qui arrivent, d'autres mangas shonen fleuve, donc c'est un cercle sans fin, et le pire c'est que ça marche, c'est ça qui est triste, c'est que ça marche. Autant ça marcherait pas, voilà, mais non, mais c'est ça que ça marche, et que tout le monde fait ça. Et c'est le pire, c'est que c'est les gros youtubeurs franchement, qui sont les plus dégueulasses, parce que eux, ils pourraient parler. Allez, d'accord, ils font des vues, ils font sur les gros chaînes, mais à côté de ça, faire quelques vues, allez, ils disent, bon d'accord, je vais faire une grosse vidéo qui va faire 100 000 vues, mais à côté je ferai une vidéo qui va faire 20 000 vues, et je vais parler d'un petit manga que personne connaît, et ça va peut-être faire découvrir des gens, mais non, ils font pas ça, ils vont rester sur leur gros shonen, que tout le monde regarde, que tout le monde connaît, ils vont parler d'un épisode que tout le monde a vu, que tout le monde va reviewer, mais non, ils vont faire leur vue quand même. Je trouve ça, voilà, c'est con, mais je sais pas, diversifiez-vous, faites quelque chose, mais là, moi je parle d'animé, hein, mais ouais, je parle une fois, j'ai pas parlé 150 fois, tout le monde l'a vu l'épisode, j'ai pas résumé ce que j'ai vu dans l'épisode, sur ça débile, j'essaie d'analyser un petit peu, dire voilà, j'ai vu ça, et c'est tout ça. Moi j'essaie de parler de plusieurs animés, hein, quoi. Chaque saison j'essaie de parler au moins 5-6 animés différents, pas des 3 mêmes que tout le monde a vu, en plus, souvent ceux que tout le monde a vu, j'essaie de même pas en parler, parce que ça sert à rien, hein. Tout le monde les a vus, quoi, je vais pas présenter un truc que tout le monde connaît. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi en ce qui concerne les rares gros youtubeurs manga. Je ne veux pas généraliser et je ne veux pas montrer du doigt, mais c'est vrai qu'ils pourraient profiter de leur notoriété pour parler par exemple une vidéo sur 5 de titres beaucoup moins connus. Je comprends qu'ils veuillent faire un maximum de vues, mais je pense qu'une fois de temps en temps, ça ne ferait pas de mal de changer de disque. Après ça renvoie peut-être à un autre problème, celui de la culture des youtubeurs. Et je dis ça sans méchanceté, mais pour pouvoir parler de mangas méconnus, peut-être faut-il encore les avoir lus. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des youtubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail? Alors, si on reste sur le YouTube Manga Game, celui qui m'inspire quand même, Monu Manga, le chef otaku, on va pas se mentir, mais c'est plus pour le nombre d'abonnés, que plus que pour le travail. Le travail, je trouve que il s'est perdu un petit peu, le monsieur. Mais quand même, tu te dire qu'il y a une chaîne qui parle de manga, bon, quand même plus d'animé maintenant, mais de manga et d'animé en général, qui est quasiment à 500 000 vues. Il y a 4-5 ans, j'y aurais jamais cru. On m'aurait dit qu'il y a un mec qui va quasiment atteindre les 500 000 vues, je dis, mais fous-toi de ma gueule. Donc c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup Mister Enzor, Pose Manga, parce que il parle quand même de manga pas forcément très connus. Bon, des fois il parle de manga connus, mais il essaie de parler quand même de manga un peu moins connus. Et bon, il y a quand même 200 000 abonnés, c'est quand même assez impressionnant. J'aime beaucoup ses réflexions quand même. Il va quand même assez loin des fois dans les analyses. Sinon,
plus petits youtubeurs qui font du travail un peu plus recherché sur des œuvres un peu moins connues. J'aime beaucoup ce que fait Jeff Erin et aussi Ori en manga. Si vous connaissez pas la chaîne, je vous invite à y aller, c'est super bien cette chaîne. Il parle pas forcément d'auteurs célèbres, pas forcément de mangas hyper connus, mais plusieurs fois ça attise ma curiosité, je me dis je vais m'y intéresser, genre par exemple Le Zurier de l'ombre, j'ai plus le nom, Uchujima, qui franchement on me vend du rêve, j'ai dit il faut un de ces quatre que je lance là-dessus, bon il y a 50 tomes, je sais pas si je vais me lancer tout de suite, mais un de ces quatre, ça m'intéresse, je vais peut-être me mettre à lire ce manga. Mais c'est pas un youtubeur à 500 000 abonnés qui aurait fait ça. Et sinon, en dehors du cercle du YouTube Manga Game, j'aime beaucoup ce que fait JDG. Je pense que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Honnêtement, c'est un des premiers youtubeurs que j'ai surkiffé, que je suis fidèlement depuis des années, depuis que je suis au collège, quasiment, donc ça fait au moins 10 ans que je le suis le mec. Bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors après ce tour d'horizon de YouTube, centrons-nous plus sur les mangas, et ainsi pourrais-tu nous dire si tu te souviens du tout premier manga que tu as lu? Alors ça, c'est la question un peu facile, parce que je sais très bien, alors, j'hésite entre deux en fait, entre deux ou trois. En fait, je pense que le premier manga que j'ai lu, c'est sûrement un manga Pokémon, et je pense même savoir c'est lequel, c'est le tome 5 de Pokémon La Grande Aventure. Alors à l'époque, je devais avoir 7-8 ans, Glénat éditait des mangas Pokémon pour surfer sur la vague Pokémon, les jeux vidéo, la série télé qui passait sur TF1, c'était... Voilà, il fallait que le merchandising soit au maximum. Pas de chance pour Glénat, les mangas ont pas trop bien marché, ou en tout cas ils ont arrêté la publication avant la fin d'un arc. Et moi j'ai acheté le tome 5, qui était orange, on voyait un Dracofeu, on voyait le héros jaune, qui s'appelait Jamie à l'époque. Et donc la couverture était orange, et ça se finissait c'était vraiment les 2-3 derniers tomes avant la fin de l'arc jaune. Alors c'est soit ce tome-là, soit je crois que c'était un bundle avec ce tome-là, il y avait des tomes Pokémon aussi, c'était la quête de Chou. Donc c'est un manga Pokémon où un garçon a un Pokédex, un truc, une sorte de casque avec une oreillette, et voilà, il y a un micro, et il pouvait parler avec son Pikachu. Ou c'est le tome 1 ou 2 de Dragon Ball. C'est ce que j'avais dans la bibliothèque de mon quartier ou de mon école. C'est vraiment de ces trois-là. Mais par contre, le premier manga que j'ai lu du tome 1 jusqu'au tome 42, donc Dragon Ball, c'est Dragon Ball en fait, parce que quand j'ai eu les 2-3 premiers tomes, après toutes les 2 semaines, j'avais le droit d'acheter un tome de Dragon Ball, et donc à chaque anniversaire j'en avais 4-5 en plus, donc petit à petit, au bout de quasiment un an, j'ai eu l'intégrale de Dragon Ball, et j'étais super content. Oui, je pense que commencer par Dragon Ball, à l'époque, c'était le cas pour beaucoup de gens, moi-même j'ai commencé par là. Et au-delà des mangas en eux-mêmes, aurais-tu un auteur favori ? Mon auteur préféré, j'y ai jamais trop pensé, mais je pense que là, comme ça, le premier nom qui me vient, ça serait Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Le manga, je l'ai commencé, je devais avoir, 10-15 ans, même pas. Maintenant, j'ai 25 ans, donc ça fait 10-15 ans que je suis le manga, que je suis les aventures de Luffy. Donc oui, je pense que c'est One Piece, mon manga préféré, ou en tout cas, et Eiichiro Oda, par logique, mon auteur de manga préféré, mon mangaka préféré. Sinon, il y a aussi Naoki Urasawa, l'auteur de Monster, 20th Century Boys, Pluto, Happy, Master Keaton, Billy Bat. Voilà, franchement, tous les bouquins que j'ai eu de lui, j'ai pas vraiment de truc à dire, c'est mauvais, c'est moyen, non. Il a écrit que des bons mangas que j'ai vraiment kiffé. Et Go Nagai aussi, j'aime beaucoup Go Nagai. J'en parle beaucoup sur ma chaîne. Un auteur qui, je pense, sans lui, le manga mainstream aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Parce qu'il a quand même pas mal contribué au shonen qu'on aime aujourd'hui. Ouais, donc Eiichiro Oda, parce que bon, c'est le mec qui m'a vu grandir, enfin son œuvre m'a vu grandir. Et Naoki Urasawa, parce que putain, j'ai surkiffé. Et j'ai dit qui d'autre, Go Nagai. Voilà, c'est ces trois-là, je pense. Mais Eiichiro Oda, au-dessus. Monster de Naoki Urasawa, j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté. Il y a tellement de lecteurs qui l'encensent, alors que moi j'en garde le souvenir d'une lecture assez laborieuse, assez décevante. Peut-être justement à cause de sa réputation, je m'attendais à autre chose. Bon, je le relirai un jour, je pense. Sinon, t'est-il arrivé de ne pas accrocher un manga au point de ne pas le terminer ? Alors, un manga que j'ai pas terminé ou que j'ai pas accroché, il y en a quelques-uns quand même. Alors, à une époque où il y avait Code Geass qui est sorti, je regardais Code Geass. Il y avait aussi Tonkam qui avait sorti les mangas Code Geass. Le souci, c'était que ces mangas n'avaient rien à voir avec l'animé. Et que c'était, je vais être méchant, mais une sombre merde. Et on me les a offerts, les 8 tomes. Je les ai lus.
et j'ai pas envie de les relire, et je le souhaite à personne de les relire, parce que c'est vraiment très très mauvais. Ça a rien à voir avec la série d'animation, qu'elle est vraiment très bien. Sinon, quoi d'autre? Il y en a une autre, putain... récemment, c'est Sky High Survival. J'ai pas accroché au délire. Honnêtement, j'ai lu les 7 premiers tomes et j'ai dit non, c'est bon, j'arrête, je veux pas aller plus loin, c'est trop pour moi, non. Fairy Tail, je suis allé jusqu'au bout, mais honnêtement, j'ai pas eu la force d'acheter tous les tomes. Il y en a un dernier. Non, je l'ai plus en tête. Ah! Je sens que ça va me revenir après l'interview, c'est sûr et certain. Mais ouais, le gros... Ah, si, Mar Omega. Alors, j'aime bien Mar, c'est un shonen sympathique, mais c'est sans plus. Par contre, la suite, Mar Omega, cette suite n'a pas lieu d'être. Très clairement, elle n'a pas lieu d'être. Alors, dernière question sur les mangas spécifiquement. Y a-t-il des mangas très rares, qu'ils soient par exemple épuisés ou trop chers, que tu rêves d'acquérir ? Alors, rare, épuisé et cher, il y en a quelques-uns. Alors récemment, il y avait Moonlight Act, mais j'ai réussi, grâce à eBay, à en trouver, pas trop cher, et avoir quasiment toute la série d'un coup. Sinon, il y a encore Litchi Ikari Club. Le one-shot fait 68€, je crois, sur Amazon. C'est un peu cher quand même pour un one-shot. Et sinon, il y a, je pense aussi, Lone Wolf and Cub. Je crois que c'est le mec qui a fait Adam et Ève. Enfin, la série Adam et Ève, enfin, c'est le manga en 2 tomes. Je crois que c'est lui, si je dis pas de conneries. Je crois que les visages me disent quelque chose. On m'a dit que c'est un manga de samouraï de malade. Je voudrais lire ça, mais pour l'instant, j'attends une réédition. Et sinon, il y a les œuvres de Hiroshi Hirata aussi. J'en ai quelques-unes, mais il y en a plein qui sont en rupture de stock. Et j'ai même des bouquins dans ma collection qui sont en rupture de stock. Et je me dis... si je les avais pas achetés à l'époque, je pense que je les aurais jamais achetés. Ah, Hiroshi Hirata, il est aussi sur ma wishlist, il faudra que je m'y mette un jour. Même si je pense que ça ne sera pas forcément mon type, mon genre de manga, mais je pense en lire au moins un pour ma culture personnelle. Et sinon, pourrais-tu nous dire ce que tu fais quand tu ne lis pas de manga ? Bah en fait, les mangas, je lis souvent ça dans le métro en fait en allant au boulot, ou dans le bus en allant au boulot. Là, en ce moment, j'ai 3/4 d'heure de métro pour aller de chez moi au boulot, donc j'ai 3/4 d'heure de lecture. Je mets mon casque, je m'isole du reste du monde et je bouquine mon manga. Donc, ce qui me fait un tome le matin, un tome le soir. Le week-end, souvent, c'est je me lève, je lis un bouquin, ou je me couche, je lis un bouquin. En dehors de ça, bon, quand je lis pas de manga, souvent je dors, je mange ou je travaille, c'est ça. À une époque, j'ai dessiné un petit peu, mais là, j'ai plus trop cette fibre de dessin. Je suis un petit peu cinéphile, mais je vais pas dire que je suis un cinéphile parce que c'est pas vrai. Je suis vraiment un public blockbuster américain, les gros monstres, les super-héros. Voilà, je dis je suis pas cinéphile. J'ai vu quelques bons films, j'ai vu les Tarantino, je kiffe le réalisateur, j'aime bien ce que fait Clint Eastwood, Spielberg, mais voilà, à part ça, je suis pas en train de me regarder des films de genre, de réalisateurs hongrois qui sortent des trucs complètement what the fuck. Non, c'est pas trop mon délire, je suis quand même plus blockbuster. Ça, je me cache pas. Sinon, j'aime aussi lire de la BD, franco-belge, enfin, la BD en général, et même du comics. J'aime beaucoup ce que fait Alan Moore, ce que fait Frank Miller en termes de comics, et en termes de BD, je suis un grand fan de Landfust, si ça se voit peut-être ici, j'ai toute la collection, et aussi Jodorowsky, qui avait fait l'Incal avec Moebius, et qui a fait aussi Métabaron, j'en parlerai un jour sur ma chaîne, mais c'est des putains de BD ça. Ouais, donc je suis toujours un grand fan de BD en général. Bon, 90% de ma collection, ça reste quand même du manga, mais j'aime aussi un peu la BD, le comics, et je pense que c'est aussi ce fait de lire pas que du manga qui m'ouvre aussi un peu l'esprit sur d'autres mangas. Genre, je vais pas rester cantonné sur les gros shonen. Je viens de m'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour, parce que j'ai pas lu que du manga dans ma vie, j'ai quand même grandi avec des Landfuss, avec du Titeuf, du Tintin, du Astérix, du Black et Mortimer, donc forcément le manga, je m'intéresse. Le dessin, j'ai vu des trucs quand même en BD, voilà, Black et Mortimer, c'est plus trop ma came aujourd'hui au niveau de dessin, Tintin aussi, mais j'ai lu ça, donc lire des mangas avec un style vraiment bizarre au niveau du dessin, je m'en fous, c'est plus l'histoire qui m'intéresse plus que le dessin, et des fois le dessin, je m'y fais après, et des fois du dessin découle une vision artistique qui est liée au scénario. Donc ouais, je suis digressé, donc ouais, qu'est-ce que je fais en dehors de lire des mangas? Je regarde des animés, je regarde des films,
Je joue un peu aux jeux vidéo, je travaille, je dors, je mange, et je lis des BD, des comics, voilà. Bon, tant que tu n'oublies pas de dormir et de manger, ça va alors. Plus sérieusement, on va rentrer à présent dans la deuxième partie de l'interview, où on va s'intéresser à des questions un peu plus personnelles. Et pour commencer, pourrais-tu nous donner ton mot préféré? Alors, mon mot préféré, je pense que c'est « donc voilà ». Parce que, en fait, en remarquant à la fin de chacune de mes vidéos, je dis souvent le mot « donc voilà », c'est la fin de la vidéo, « donc voilà », j'ai fini ce que j'avais à dire, « donc voilà, donc voilà, donc voilà ». C'est un gros tic de langage, je me suis rendu compte à force de regarder des vidéos, et maintenant je m'amuse un petit peu. C'est vraiment la phrase, je finis la vidéo, je dis donc voilà. Voilà, donc voilà, c'est mon mot fétiche, j'adore. Je le répète tout le temps, c'est un gros tic de langage avec le menon. Je sais que je dis tout le temps menon. Et peut-être tu dis menon, ah mais si, je dis menon. Voilà, c'est un de mes tics de langage, un de mes nombreux tics de langage que j'ai hérité de mes parents. Parce que eux aussi, ils ont des gros tics de langage, de gros campagnards. C'est méchant ce que je dis sur eux, mais voilà, c'est un petit peu vrai. Voilà, voilà, je l'ai encore dit. Donc voilà, c'est mes mots préférés, j'arrête pas de les répéter. Et à l'inverse, y a-t-il un mot que tu détestes? C'est élitiste. Je supporte pas, je l'ai vu en plus récemment là sur... Il y avait un mec qui parlait de Megalobox, donc la réadaptation du manga de Shinojo, de Tetsuya Shiba et de monsieur Asao Takamori. J'ai fait une vidéo dessus en plus sur ma chaîne récemment. Voilà, je fais de la pub. Et le mec il disait non, je vais pas lire le manga, regarder l'animé, je suis pas un élitiste de merde. Je me suis dit mais pourquoi tu dis ça? Le manga ça reste quand même culture populaire, enfin c'est de la pop culture, c'est pas parce que tu veux dire ça que t'es un élitiste. Tu lis le manga si ça t'intéresse, t'as pas besoin de te cantonner à dire ah non je vais regarder ça parce que si je regarde ça c'est un truc d'élitiste, je lis pas. Et inversement, c'est pas parce que t'as lu ça que t'es un élitiste, faut arrêter. C'est pas parce que tu lis Naruto que t'as pas lu Naruto que t'es plus un élitiste qu'un mec qui a lu Naruto. Et inversement, c'est pas parce que t'as lu des œuvres d'un auteur pas connu hongkongais que t'es plus un élitiste qu'un mec qui l'a pas vu. Je supporte pas cette vision du monde de dire je lis pas ça, c'est un truc d'élitiste, et j'ai lu ça, je suis un élite. Non, je suis pas d'accord. Ça reste du manga, ça reste de la culture populaire. Il y a encore 10 ans, je te ta gueule si tu lisais un manga, donc arrête de faire le mec parce que t'as lu 3 mangas pas connus. Non, je supporte pas dire... Moi-même, je me considère pas comme quelqu'un d'élite, hein, et pourtant j'ai lu plein de mangas pas forcément connus, mais je ne vais pas me dire « Ah, j'ai lu ça, je suis au-dessus de vous, battez-vous le peuple pour moi. » Non, je supporte pas de dire ça, je supporte pas qu'on puisse penser ça. Il n'y a pas d'être une élite parce qu'on a vu tous les Gundam, parce qu'on a vu toutes les œuvres de Monsieur Mizuki, ou Gonagai. Voilà, t'as lu, c'est très bien. Moi, je vais les découvrir aussi, ces 4. Mais par contre, le mec aussi qui inversement se dit « Je lis pas ça parce que c'est un truc d'élite », c'est un gros con. Donc, franchement, dans les deux cas, c'est des gros cons. Le mec qui se prend pour l'élite et le mec qui veut pas être de l'élite, c'est des gros cons. Voilà. Et juste le principe d'élite, déjà, t'es au-dessus du peuple. Non, mais non, tu te trompes. On est tous des humains, on chie tous assis, sauf les mecs qui sont dans les chefs turcs. Non, on chie tous assis, voilà. Faut arrêter de prendre qu'on est de l'élite, on est au-dessus des autres. Bon, je pense que ton exemple des toilettes restera la perle de cette interview, on s'en souviendra en tout cas. Bon, et sinon, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Là, honnêtement, comme ça, j'ai pas d'idée. Si je compare à mes amis, mes proches amis, je dirais plutôt leur courage, leur audace. Ils vont aller quand même plus tenter à aller approcher des gens, là où moi je suis quand même un peu plus timide, discret, envers des gens que je connais pas. Avec mes potes, je me lâche, je fais n'importe quoi, j'ai aucune pudeur, mais envers des inconnus, je suis quand même beaucoup plus pudique que mes amis, qui eux sont un peu plus relax. Donc c'est peut-être une forme de courage aussi, mais je dirais plus une forme de pudeur, voilà. Moi j'ai une certaine pudeur vis-à-vis des gens où je vais pas aller m'amuser à leur taper dans la main, je les connais pas encore, je vais les apprendre à les découvrir, je préfère apprendre à les découvrir avant de faire n'importe quoi avec eux. Et donc c'est une certaine forme de courage que je n'ai pas et que j'envie à d'autres personnes. Alors à l'opposé, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Le défaut qui m'agace le plus chez d'autres, alors ça c'est facile, c'est l'impatience. Ça, je supporte pas ça, les gens qui veulent doubler dans la queue. Ça m'est arrivé une fois à la Japan Expo, un mec qui voulait te payer pour passer devant toi, pour une dédicace. Ouais mec, attends, on va la voir la dédicace. C'est bon, t'avais qu'à arriver plus tôt. Moi, ça fait une demi-heure que j'attends. Je supporte pas ça, franchement. Les mecs, c'est bon, vous voulez voir ton auteur. Tu vas payer pour voir ton auteur. T'as déjà payé pour rentrer. Il y a des gens, des fois, tu payes pour avoir la dédicace et tu vas payer encore plus pour être le premier à avoir la dédicace. Mais c'est bon, mec. Avec quand même ta joie, quoi. Non, franchement, je parle comme une racaille, mais je dis, mais c'est bon, on va te sortir. Et en plus, moi, j'aime bien être... Alors, je parle du principe de la dédicace, c'est d'être... de rencontrer des gens aussi. Parce que bon, si t'es dans un accueil d'un auteur
que t'aimes bien, bah forcément les gens autour de toi, bah ils aiment cet auteur-là, donc ça va faire des liens. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça, donc je supporte pas ces gens impatients. Ouais, pourquoi t'as pas envie d'attendre? T'es pressé? T'as un bus à prendre? Il est 8h, t'es déjà pressé? Non, je comprends pas, donc ouais, c'est l'impatience, je supporte pas c'est les gens qui sont impatients. Ah, j'avoue que de mon côté, je suis relativement impatient, mais pas face aux gens, plutôt face aux machines. Quand mon PC est trop lent, quand une page internet ne se charge pas assez vite, ça peut m'énerver. Moi je sais, c'est pathétique. Bon, dis-moi, as-tu un son ou un bruit que tu aimes particulièrement? J'ai pas de bruit particulier que j'aime bien. Peut-être le bruit des pages qui se tournent. Je sais pas, ça m'apaise parce que bon, je suis dans mon cocon, je lis mon manga, mon livre. Voilà, je tourne les pages, ça m'apaise, je suis bien. Et quand même dans une atmosphère assez calme. Bon, c'est vrai que je lis souvent mes mangas dans le métro, donc il y a des bouquins. Mais comme je suis dans ma musique, je suis un peu isolé. Mais quand je suis chez moi, j'aime bien le matin, il n'y a pas de bruit, tout le monde dort. Dans la cité, tout le monde dort aussi, il n'y a pas de voiture qui roule. Je ouvre mon bouquin et il n'y a que ce bruit-là. Alors des fois, il y a une mouche qui tourne, mais voilà, c'est tout. Je tourne mes pages, je passe ma paix, ce bruit des pages qui se tournent, et j'aime bien. Y a-tu un son ou un bruit que tu ne supportes pas? C'est le bruit des vêtements qui se déchirent. Je sais pas pourquoi, mais ça m'hérisse les poils du dos, et rien qu'y penser en fait. Le bruit des vêtements qui se déchirent, ah je sais pas, ça me fait quelque chose en moi, mais je supporte pas ce bruit-là. C'est moins que les couverts sur une assiette, mais franchement, le simple fait de déchirer un vêtement, ça m'hérisse les poils du dos, ça me fait quelque chose de gencive, je sais pas, ça... Ah, il y a un truc en moi, je supporte pas ce bruit, c'est plus fort que moi, mais rien d'y penser, là, j'aime pas. C'est vraiment, c'est tout con comme bruit, hein. Non, je sais pas, j'aime pas. Ah, je vais arrêter de passer cette question, voilà, on passe à autre chose, cette question, ah non, ce bruit, non, c'est insupportable pour moi. On sait comment te torturer alors, c'est bien ça. Aurais-tu une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Alors, étant petit, mes parents, ils aimaient bien faire les lasagnes les lasagnes. Les lasagnes, j'aime bien ça, les lasagnes, mais c'est surtout les pâtes à la carbonara. Ah, j'adorais ça. Avec du piment d'Espelette dedans. C'était super bon. Mais là, aujourd'hui, un plat que j'adore énormément, c'est les plats mexicains. Tout ce qui est quesadillas, faritas, sol del paso, je kiffe ça. Ah putain, tu mets tes petites galettes, tu te mets ta sauce piquante, ton guacamole, tu fais un peu de crème fraîche, de l'emmental, ta viande, tes poivrons qui ont cuit, tu mets des épices, tu fais tout, tu mélanges ça, c'est trop bon. Ah franchement, je surkiffe, je pourrais manger ça quasiment toutes les semaines. Parce qu'en plus c'est bon, en plus, je veux pas faire de nutritionniste, mais c'est sans ce qu'il y a dedans, c'est du poulet, c'est des légumes, il y a des tomates, des poivrons, des oignons. Après bon, le guacamole, si tu le fais toi-même, bah ça va, c'est que de l'avocat. Il y a que la sauce épicée, c'est vrai que si t'achètes un truc à la con de Paso, bon, ça va être bourré de calories. Et la crème fraîche, c'est de la crème fraîche, hein, donc faut pas en abuser non plus trop. Mais voilà, c'est bon, c'est sain. Ça se voit sur mon corps, c'est sain. Ça se voit que j'ai la ligne. Donc forcément c'est bon pour la santé. Bon, avant que j'aille faire un tour au supermarché, passons vite à une autre question alors. Quelle serait ta profession idéale? Si on revient 10 ans en arrière, j'ai 15 ans, je dirais « Ah, je veux être mangaka, je veux être dessinateur de BD, je veux faire de la BD, je veux dessiner. » Après, tu te rends compte que t'es pas si bon dessinateur que ça, que t'as des bonnes idées, mais faut quand même savoir dessiner un petit peu, parce que bon, bah, si t'as pas de dessinateur, c'est dur de trouver un éditeur, même si tes idées en plus sont pourrables, après tu te rends compte, avec le temps. Et en grandissant, et surtout quand tu grandis, tu te rends compte que c'est quand même un métier de chien, quand même, super chaud. Tu vois au Japon, les mecs ils en chient comme des porcs, et en France c'est pareil. Et non, mon métier alors je suis technicien en télécommunications et réseau, donc j'installe des systèmes en réseau et en télécommunications, donc de la téléphonie chez des particuliers, enfin surtout des entreprises. Donc c'est un système de télécommunication, donc de la téléphonie pour qu'ils puissent parler entre eux et parler vers l'extérieur. Ça j'aime bien ce métier, franchement je m'épanouis dedans, c'est un métier que j'aime beaucoup. Que ça fait 4 ans que je suis dessus, donc j'aime bien. Et alors, c'est un ami qui m'avait dit ça une fois, on a un métier de cœur et un métier de vie, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que il y a des gens qui vivent de leur passion, des dessinateurs, des youtubeurs, c'est très bien, mais le jour où ma passion, c'est grave, ça peut arriver, hein, mais j'aime plus ma passion, mon métier, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire que je veux vivre avec ma passion, et ça, j'aurais du mal. Alors, j'adore les mangas, mais
souvent, régulièrement, j'ai un blocage, j'en ai marre des mangas. Et pendant un mois ou deux, je me lis des BD franco-belges, je me regarde des séries américaines, je me regarde des comics, mais je veux pas lire un seul manga, je veux plus voir un seul animé, je veux plus rien avoir avec le Japon, je veux plus entendre des Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Edo, Son Goku, Dragon Ball et Kamehameha. Je veux juste entendre des Billy, des Jack, des Captain America, je veux passer à autre chose. Et je me dis que si je vivrais dans le monde du manga, en tant que reporter, éditeur, auteur, libraire, je sais pas, je vivrais tout le temps dedans, j'aurais jamais de coupure parce que je vivrais dans ma passion, je travaillerais dans ma passion, mais à côté de chez moi, ça serait ma passion aussi, donc c'est un peu, pour moi, ma passion, ça serait, pour moi c'est un souffle. J'aime bien mon métier, mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, je peux jouer aux jeux vidéo, je peux lire un manga, voilà, c'est mon souffle. Alors que si j'aurais été libraire ou éditeur, ben, je vis dans le manga, je travaille dans le manga, je sors de chez moi, je rentre chez moi, ben j'ai quoi? J'ai encore les jeux vidéo, ok, mais les mangas, bah je vis dedans toute la journée, je vais pas replonger dedans, quoi. Donc ouais, non, mon métier je l'aime bien, je m'épanouis dedans, et mais ma passion à côté, de la voir à côté, c'est une bonne chose, mais je critique pas ceux qui vivent de leur passion, c'est très bien, mais moi, je voudrais pas vivre de ma passion, j'aurais trop peur qu'au bout d'un moment je m'en lasse. Et du coup, quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Alors, des professions, alors il y en a quelques-unes, mes parents étant artisans boulangers, je me rends compte que le métier d'artisan, tous ces métiers, voilà, où t'es poissonnier, fromager, boucher, voilà, tes petits métiers d'artisan, même les libraires, hein, les petits libraires indépendants, pas les mecs qui travaillent à Album ou à Fnac, hein, je parle vraiment du petit libraire indépendant qui a sa boutique à son nom, que c'est vraiment lui qui a créé sa boutique. Ils ont pas de vie les mecs, hein. Mes parents ils avaient pas de vie, c'est pas 40 heures par semaine, c'est 70 heures par semaine des fois. Les mecs ils arrivent, ils ouvrent à 10 heures, ils ferment à 20 heures, ils ont une heure de pause déjeuner, mais souvent ils ont pas de salariés, donc ils sont tout seuls, ou ils ont un salarié mais ils doivent faire tout seuls quasiment. Donc les 35 heures, eux, ils connaissent pas, hein. Ils ont pas de week-end, ils ont pas jour férié, ils peuvent pas en poser parce que c'est-à-dire un jour férié, là pour eux c'est un jour de travail en moins, et c'est pas un jour de travail en moins, c'est un jour où ils peuvent pas travailler aussi, c'est que l'entreprise ne gagne pas d'argent. Dans ce genre de métier, où, alors même quand t'es patron, voilà, déjà, je pourrais pas, mais artisan, c'est des métiers quand même hyper chauds, hein. Tout ce qui est restauration, j'ai des amis qui sont dans la restauration, ils ont pas de week-end, c'est chaud, tes soirées, elles finissent à 2h du matin, t'es complètement à contrario des autres. Moi, ça va, mon métier, je fais pas les 35 heures non plus, je suis dans les 40-50 heures, mais ça va quand même, je peux réussir à descendre aux 35 heures quand je suis un peu dans la mélasse, que je suis un peu borderline, je fais une pause, je vais aller 35 heures cette semaine, je vais pas faire d'heures sup, je vais pas m'en trouver à péter le schnock, voilà, je me calme un petit peu. Non, les gens qui sont restauration, c'est tout le temps, ils peuvent pas se dire je vais me calmer, je peux faire un peu moins d'heures. Non, le resto il ferme à minuit, tu pars à minuit, quoi, c'est chaud. Oui, je confirme que la restauration, c'est un milieu extrêmement dur et ingrat. Pour y avoir travaillé moi-même, j'aime appeler ça l'enfer sur terre. En tout cas, c'est le boulot le plus dur que j'ai fait, principalement au niveau des horaires. Travailler de 18h à 4h du matin, non-stop, non merci, quoi. Mais on arrive maintenant à la question existentielle de l'interview. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Alors moi, je suis pas quelqu'un de croyant. Je suis pas chrétien, musulman ou juif, je critique pas ceux qui sont croyants de toute religion que ce soit, mais par contre je crois aux actions et au karma. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui fait des bonnes actions, il va lui arriver des bonnes choses, et si, dans l'hypothèse où Dieu existe, je me dis quelqu'un qui n'a pas pratiqué la religion, mais qui a fait le bien autour de lui, il irait vraiment en enfer? Il y a des gens qui disent oui, il a pas pratiqué, et je dis ah putain, c'est-à-dire que les mecs qui ont pratiqué mais qui étaient juste borderline, ils ont fait leur prière, ils ont fait tout ce qu'il fallait, le minimum syndical, mais c'est vraiment des connards dans leur vie, ils iront au paradis? Non. Alors il y aura pas beaucoup de monde au paradis, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des conneries autour d'eux, qui pratiquent, et des gens qui pratiquent pas mais qui font plus de bonnes choses. Moi je crois en ça. Donc si Dieu existe, bon déjà, moi je pense plus que j'irai en enfer, déjà j'irai rencontrer le diable, parce que j'ai fait quand même pas mal de conneries dans ma vie, et j'ai beau faire pas mal de bonnes choses autour de moi, hein, j'ai des gens, dès qu'il y a des gens qui sont perdus dans le métro, ils savent pas où aller, j'essaie de les aider, même si je sais pas où c'est, j'essaie de les aider, il y a des grands-mères, elles ont du mal, j'essaie de les aider, voilà, j'essaie d'être gentil autour de moi, mais j'ai quand même fait pas mal de conneries aussi dans ma vie, hein, ça je le nie pas, mais si je tombe face à face avec Dieu, je pense qu'il me dira, putain mec, t'as vu tout ce que t'as acheté dans ta vie quand même. Parce que putain j'en ai acheté des mangas, et je pense qu'ils disent putain t'aurais pu faire plein d'autres choses dans ta vie, et non t'as acheté des mangas comme un con.
Je me dirais bah ouais. Je pense que c'est ça qu'il me dirait. Il me dirait franchement ça valait le coup d'acheter autant de mangas et je lui dirais bah ouais. Voilà, c'est tout. À parler de manga même avec Dieu, on voit le vrai passionné. Bon, et bien nous sommes arrivés à la dernière question, celle que j'aime appeler la question brûlante. Imagine que ton domicile est en train de brûler, tu ne peux sauver que 3 mangas, lesquels choisis-tu? Alors, ça c'est la question qui me fait pleurer, qui me fait douter. Alors en plus, il y a pas longtemps, j'ai eu la Matmi qui est venue me dire « On peut vous assurer pour 10 000 €. Je dis « Ouais, 10 000 €, mais en fait, ça couvre même pas la moitié de mes mangas, donc ok, je suis couvert, mais moyennant quand même de l'argent tous les mois, mais certes c'est une assurance, mais 10 000 € quand t'as quasiment 3 000 mangas, c'est rien quoi, c'est la moitié de ta collection. Alors honnêtement, j'adore One Piece, mais je sauverai pas One Piece parce qu'il y a 80 tomes. Je pense que tous les prendre un par un, j'ai crevé dans les flammes. J'hésite entre soit prendre des œuvres qui coûtent cher maintenant, genre les bouquins 3, mais déjà il faudrait que je sache, à l'heure actuelle, dans ma collection, lesquels sont introuvables. Donc, je sais qu'il y a Hiroshi Hirata, il y a quelques-uns, même quasiment tous que j'ai de ma collection de Hiroshi Hirata, qui sont introuvables ou qui sont à des prix pas croyables. Donc je les sauverai des flammes, mais bon, c'est des petits one-shot, donc ça compte. Déjà, il y en a plus de 3. Sinon, peut-être, ouais, quelques œuvres qui sont plus en vente, qui sont plus trouvables, genre les Cobra de Black Box Edition. Kongo Bonsho, c'est sympa, mais je pourrais vivre sans Kongo Bonsho, autant que Cobra, c'est quand même une œuvre culte. Bon, je pourrais toujours voir l'animé. Mais c'est sûr et certain, si un jour ma maison brûle, que tous mes mangas brûlent, déjà, je suis en PLS pendant 6 ans, voire plus. Et je pense qu'il y a une remise en question du support physique. Je suis tout le temps en train de me le dire, hein. Si un jour je perds tous mes mangas, qu'est-ce que je fais? Je recommence la collection à zéro? Ou est-ce que je passe au numérique? Mais le problème c'est que le numérique il est pas encore hyper bien installé, toutes les œuvres ne sont pas en numérique. Mais le jour où tous les mangas sont disponibles en numérique, légalement, hein, parce que bon, il y a toujours les fansubs, les scantrad, ça existera toujours. Je pense que je passerai vraiment au numérique, avoir ma collection toujours sur moi. Le problème c'est que moi ça m'irrite les yeux quand même, hein. Avoir toujours ma tablette sur moi, ça me fait mal aux yeux, donc j'aurais du mal. Et j'aime bien compter du papier, mais honnêtement, quand tu vois 10 ans de ta vie partir en poussière, tu te dis, si tu les avais tout en numérique, tu aurais encore tous tes bouquins. Déjà, ton argent ne se serait pas envolé, mais en plus, tu pourrais les relire quand tu veux. Après, le problème avec le numérique aussi, bon, je digresse par rapport à la question, c'est que bon, j'ai plus ce côté, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, parce que tout est dans une bonne donnée, forcément tu vois pas ta collection, et ça c'est un truc que j'aime bien, c'est d'avoir ma collection dans mon mur, là ça se voit pas trop, parce que y a encore des trucs qui sont dans les cartons là-haut, mais j'aime bien avoir ma collection sur un mur, et me dire, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, ah et ça aussi ça fait longtemps que je l'ai pas lu, alors que dans un truc numérique, ben, j'aurais pas trop ce sentiment-là, je pense qu'il y a des trucs que je les relirai jamais. Et donc ouais voilà, donc si on repart sur les questions, les 3 que je sauverai des flammes, je pense Cobra, parce que maintenant Black Box Edition a dit qu'il y aurait plus de... l'édition serait plus disponible, donc les tomes seront introuvables, enfin ouais, les prix exorbitants. Les œuvres de Hiroshi Hirata, et sûrement Moonlight Act, parce que les bouquins, je les ai eus à pas prix d'or, donc ouais, si je veux un jour relire cette œuvre... Voilà, je pense que c'est juste parce que Moonlight Act, je les ai achetés il y a pas longtemps. Maintenant, je pense que dans quelques mois, je penserai à autre chose. Mais Hiroshi Hirata, parce que les bouquins sont introuvables et que j'ai pas envie de les retrouver. Peut-être des Inyo Asano aussi. Il y a des Inyo Asano qui sont super durs à trouver. Donc, à voir. Eh bien écoute, je te remercie énormément pour toutes tes réponses, que j'ai trouvées vraiment passionnantes. On voit vraiment que tu as une grande culture du manga et ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. Et bien sûr, j'invite tout le monde à aller découvrir ta chaîne et ton travail. Voilà. Et merci encore pour le temps que tu m'as accordé. Eh bien, on va se quitter là-dessus, tout le monde. Au revoir. Continuez à lire des mangas, arrêtez des animas, et surtout abonnez-vous à la chaîne de Monsieur Manga, c'est-à-dire moi.